La bataille de l'acier, un documentaire signé Éric Guéret. Beaucoup de questions à aborder avec nos invités. Je vous les présente tout de suite. Éric Guéret, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc le réalisateur de ce documentaire. On va y revenir largement. Erwan Tison, bonjour. Économiste et directeur des études de l'Institut Sapiens. Valérie Létard, bonjour à vous également et bienvenue. Sénatrice groupe centriste du Nord, rapporteur de la mission information sur les enjeux de la filière sidérurgique dans la France du 21e siècle. Et on vous voit aux côtés des salariés dans ce documentaire. On va y revenir. Je précise qu'un représentant du parti présidentiel devait se joindre à nous pour ce débat et qu'il a dû annuler pour des raisons d'agenda. Aucun autre parlementaire de la République En Marche n'a pu être présent. Éric Guéret, je voudrais commencer avec vous parce que depuis la fin de votre tournage, la situation a encore changé pour les salariés d'Ascoval. Le repreneur potentiel Altifort est finalement sorti du jeu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, Altifort est noté par des agences de notation et que la note d'Altifort a été dégradée, ce qu'on dit dégradée. Donc Altifort a dû payer tous ses fournisseurs en avance, c'est-à-dire qu'ils ont perdu ce qu'on appelle le crédit fournisseur. Et donc, sur les 30 millions de liquides qu'avait Altifort, il y a 15 millions qui sont partis. Donc déjà, ils se sont fait siphonner leur trésorerie. Et ensuite, il y a eu un deuxième problème, c'est que ça, Bart Guyart me l'a dit. Il m'a dit, j'ai eu rendez-vous avec une banque en France. On m'a dit, vous êtes blacklisté sur toutes les banques européennes, vous ne trouverez pas d'argent en Europe. Le fait de se faire dégrader leur note fait qu'ils ont perdu la capacité d'emprunt. Donc effectivement, Altifort a dû se retirer du jeu. Alors on leur a reproché juste de connaître la situation depuis le 15 novembre et de ne pas l'avoir assez dit. Donc effectivement, maintenant les torts sont assez partagés parce que si la note d'Altifort n'avait pas été dégradée, je pense que la situation serait totalement différente. Alors du côté du gouvernement, ça bouge aussi un petit peu. La secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher, qu'on voit dans le documentaire, a affirmé cette semaine sur notre antenne, sur Public Sénat, qu'il y avait, je cite, des candidats sérieux à la reprise. Valérie Létard, est-ce que ça veut dire qu'on peut y croire, que les salariés d'Ascoval peuvent y croire cette fois ? Mais je pense qu'ils peuvent sérieusement y croire. Ensuite, on peut aussi comprendre que les salariés étaient échaudés par cet épisode parce que tout le monde pensait qu'on y était enfin arrivé, toutes les conditions étaient réunies et c'est vrai que nous avons tous été déçus et les salariés évidemment plus que n'importe qui. Mais très sincèrement, chacun sait, et Éric Guéret qui vit au quotidien avec eux depuis des mois, que cette usine, elle a fait tout ce qu'il fallait pour être au rendez-vous de la compétitivité et du 21e siècle. C'est une usine moderne. Ce sont des salariés et un patron qui travaillent main dans la main pour l'avenir de leur entreprise. Ils ont remis même en question leur temps de travail pour être encore plus compétitifs. C'est une usine électro-intensive, c'est-à-dire faiblement émettrice en CO2. Et vous savez qu'aujourd'hui, les enjeux de quota carbone, l'impact de tout ça et la nécessité de réduire les émissions de CO2 est essentielle. Elle recycle de la ferraille. Aujourd'hui, en France, on exporte 4 millions de tonnes de ferraille en France à l'étranger qu'on fait revenir en produits semi-finis. C'est-à-dire qu'il y a un besoin d'usines qui vont recycler pour produire de l'acier de qualité. Bref, toutes les conditions y sont et les repreneurs potentiels, on ne peut évidemment pas en parler aujourd'hui, mais ce sont des repreneurs solides et qui ont bien compris que dans cette usine, aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour être au rendez-vous de l'avenir. Alors, étant donné que le documentaire met en cause Vallourec et que Vallourec a décliné notre invitation sur ce plateau également, je voudrais tout de même vous lire sa réponse par mail. C'est un peu long, mais c'est nécessaire. Et je cite, « Vallourec tient à préciser que pour ce qui le concerne, il a tenu l'ensemble de ses engagements destinés à permettre au projet Ascoval de réussir, et ce, dès que le repreneur majoritaire Ascométal a été désigné au début de l'année 2017. Vallourec a en effet, comme convenu, maintenu ses achats d'acier à des prix supérieurs à ceux du marché jusqu'à la fin du mois de janvier 2019. Vallourec a également cédé pour 1 euro symbolique les terrains et bâtiments nécessaires à l'installation du train à fil qui était au cœur du projet Altifort comme il s'y était engagé. Pour rappel, je cite toujours, Vallourec a dès 2016 multiplié les efforts pour trouver les solutions pérennes afin d'assurer un avenir à l'acierie de Saint-Saulve dont il n'était plus en mesure d'assurer lui-même la charge. Le groupe a ainsi procédé à une recherche extensive de repreneurs dans le monde entier. Cette recherche a abouti début 2017 à la cession de 60% de l'acierie de Saint-Saulve à Ascométal, seule société intéressée et capable de présenter un plan cohérent. La situation de la société Ascométal ne lui a pas permis de poursuivre ce plan et nous le regrettons. Fin de citation. Pardon, c'était long, mais c'était nécessaire de leur donner ce droit de réponse. Erwan Tison, l'entreprise semble dire qu'elle a fait tout ce qu'il fallait. Est-ce que oui ou non c'est vrai ?
C'est pas ce qui semble apparaître dans le reportage qu'on vient de regarder. C'est une déclaration d'intention. Après, bien sûr, effectivement, l'entreprise joue quelque part aussi son image. Je rappelle que c'est une entreprise qui doit répondre à des actionnaires, donc ils doivent aussi répondre de leur déclaration, de leurs décisions. C'est pas ce qui semble apparaître. Mais vous savez, le problème, il y en a qui vont vous dire oui, effectivement, que si jamais Vallourec avait pas justement cédé à Ascoval, et ça aurait été le groupe entier qui aurait été mis en péril, parce qu'effectivement, vous l'avez rappelé, ils ont acheté un acier qui était largement au-dessus du prix du marché, donc quelque part, ils se mettaient en dehors des règles économiques, donc ils prenaient un gros risque stratégique et financier si jamais ils gardaient un petit peu ce que eux considèrent comme étant un poids mort. Je dis bien eux le considèrent, c'est pas du tout le cas. Mais cette question-là, elle pose aussi la question de manière beaucoup plus globale de notre industrie aujourd'hui en France. On entend plus souvent effectivement les arbres qui tombent que les forêts qui poussent. Ce cas-là est extrêmement médiatisé, mais des cas comme ça, vous en avez des dizaines tous les jours. Oui, on y viendra. Après, mais... Bien sûr, on y viendra, mais la question c'est est-ce que aussi Vallourec n'a fait qu'agir en fonction d'impératifs économiques? Est-ce qu'on peut le lui reprocher, Éric Guéret? En fait, Vallourec, ils ont fait le choix de délocaliser, dans leur plan, ils ont fait le choix de délocaliser la plupart de leurs entreprises. Et sur un plan économique, ça peut se défendre? Sur un plan économique, ça peut se défendre, mais il y a quand même deux petites choses. C'est que d'abord, ça détruit de l'emploi en France et en Europe. Et ensuite, toutes les délocalisations sont dans des endroits où il n'y a pas de normes sociales et pas de normes environnementales. Vallourec, ils ont ouvert une usine au Brésil qui fonctionne avec du bois d'eucalyptus. Ils ont planté la moitié de la Belgique en surface pour alimenter cette usine. Excusez-moi, mais quand on va avoir un comportement responsable sur le plan environnemental, ce qui est une de mes priorités aussi, on ne fait pas comme ça. Donc là, ils ont une usine en France qui est une des usines les plus écolos, puisqu'il y a un four électrique, donc il n'y a pas d'émissions de CO2, qui fait du recyclage de ferraille. On préfère la fermer et aller faire ça salement ailleurs. Moi, j'appelle pas ça responsable. Alors, c'est terriblement cynique ce que je vais vous dire, mais Valérie Létard, si les règles le permettent, comment reprocher à une entreprise de vouloir privilégier un pays plutôt qu'un autre, si d'un point de vue économique, ça les avantage? On peut en tout cas le faire en essayant d'anticiper la situation et de regarder quelles solutions alternatives on peut trouver pour qu'un outil stratégique ne soit pas tout simplement sacrifié à une logique interne de groupe. C'est-à-dire qu'on a des savoir-faire nationaux. Je vous rappelle juste que Vallourec, ça veut dire Valenciennes, Louvroy, Alrekini. C'est-à-dire que ce grand groupe mondial, fleuron national, a quand même été sur les fonds baptismaux dans ce territoire. Aujourd'hui, effectivement, qu'est-ce qu'on aurait pu attendre? Que Vallourec accompagne et soit hyper volontariste dans l'idée de trouver une solution de reprise à la sortie d'Ascoval, dont on savait que c'était temporaire, puisqu'il ne voulait pas continuer à fournir des tonnages. Comment Vallourec pouvait faire en sorte d'être beaucoup plus partenaire et acteur d'une reprise en douceur? L'interrogation qu'on peut avoir, c'est effectivement pourquoi ils n'ont pas essayé de maintenir des tonnages. Il y a un passif social qui était encore dû par Vallourec à Ascoval, qui aurait permis là aussi d'améliorer la situation financière. Il y a un certain nombre de choses. Maintenant, c'est pas une accusation, c'est juste de dire il y a une façon de faire les choses, il y a une façon de les anticiper et de protéger et de préserver notre outil industriel national. Ensuite, c'est peut-être aussi le rôle justement du gouvernement, et c'est son obligation de résultat, que de faire en sorte que Vallourec, dans lequel la BPI est largement actionnaire, eh bien, soit juste facilitateur d'une démarche qui vise à faire en sorte qu'un outil dont on sait qu'il est performant, moderne et utile, on le préserve, on le sauve avec l'aide de l'acteur industriel où l'État est partenaire et bien évidemment du gouvernement. Et on va y revenir dans un instant. Juste un mot, puisque vous parlez du gouvernement. Éric Guéret, il se trouve qu'il y a dans ce documentaire des accusations assez importantes, assez fortes, portées à l'encontre du gouvernement sous forme de copinage entre Vallourec et Bercy. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce qu'il y a accusations fortes quand même, et elles sont dans la bouche de Xavier Bertrand. En fait, ce ne sont pas des accusations, c'est des faits. C'est assez factuel. Et ça explique juste qu'il y a un ministre qui s'est engagé à soutenir la reprise et que derrière, il y a une technostructure à Bercy, incarnée par deux personnes qui, semble-t-il, ont tout fait pour que ça aboutisse pas. Et donc la question qu'on pose, c'est la différence entre une déclaration politique et le comportement des responsables au ministère de l'économie et des finances. Voilà. Donc ça raconte ça. Après, effectivement, ça pose la question aussi des moyens d'influence des grands groupes comme Vallourec à l'intérieur de Bercy. Mais ça, c'est pas nouveau. On sait, le lobbying à l'intérieur des ministères, voilà, Valérie Létard en parlera sûrement mieux que moi, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il se trouve que là, effectivement, c'est un cas très précis, qui sont pris un peu la main dans le sac. Et voilà, ce qu'on ne sait pas, c'est si Xavier Bertrand, Bruno Le Maire était au courant. À mon avis, moi je pense qu'il ne l'était pas.
Après, il l'a été, je pense qu'ils ont un peu réglé les choses. Attends, ça, c'est un peu du passé, j'ai envie de dire. C'est comme Vallourec, c'est un peu du passé. La question qu'il faut se poser, moi, je pense aujourd'hui, c'est comment sauver cette entreprise. Exactement. Il reste 15 jours. C'est du passé, mais les accusations sont un peu graves. Et malheureusement, on n'a personne de La République En Marche pour répondre aujourd'hui. Mais Erwan Tison, ces affaires de copinage avec peut-être des arrangements entre amis, c'est une accusation grave. C'est une accusation grave et c'est symptomatique de la façon dont la technostructure et Bercy voient le fonctionnement de l'économie, quelque chose qui fonctionnerait, dont tous les rouages se décideraient entre deux couloirs, entre des réunions. C'est malheureux, mais le problème c'est qu'on a une grande duplicité dans le discours des politiques depuis plus de 30 ans sur l'industrie. D'un côté, vous avez effectivement des ministres qui, quelle que soit leur tendance, vont s'emparer d'un cas extrêmement médiatique pour penser que leur courbe en fait, de popularité sera corrélée au nombre d'interventions qu'ils feront sur le sujet et qui derrière en fait ne font absolument rien pour l'industrie française. Depuis 1979-80, on a une inflexion, on a un choix politique, notamment de la part de Bercy, pour les services. On a une préférence française pour les services. Qu'est-ce qu'on a fait? On a surchargé nos entreprises industrielles en termes de taxes. On a des taxes à la production d'environ 64 milliards qu'on paye en plus en France par rapport en Allemagne. Donc des taxes à production, c'est des taxes en amont du bilan qui se font décorréler justement de votre bénéfice. Et à côté de ça, pendant que justement les ministres continuent d'appuyer sur la pompe fiscale, vous avez des grandes déclarations d'intention à la télé. Ça peut pas marcher parce que derrière cette duplicité-là, il y a de l'espoir, il y a un espoir énorme. C'est ce qu'on voit à travers le reportage, qui est créé et qui est généré par des déclarations d'un ministre. Parce que quand un ministre se déplace sur un site industriel, on imagine, dans notre imaginaire collectif, avec une baguette magique, qui va pouvoir lui-même peut-être allumer les fourneaux et créer des nouveaux débouchés. Alors qu'on voit en fait que dans justement le shadow cabinet, que la face obscure justement Dark Side of the Moon, il y a justement toute cette popote qui se fait là, et notamment qui en plus appuyé par des choix fiscaux, il y a de quoi être très très en colère à mon avis. Duplicité, complicité, impuissance, Valérie Létard. Malgré les garanties de Bruno Le Maire, on est frappé de voir dans ce documentaire que l'État actionnaire à hauteur de 16% chez Vallourec a du mal à agir, a du mal à faire pression. Qu'est-ce que ça dit du pouvoir de l'État? Il est impuissant? Alors, c'est bien pour ça que moi j'ai souhaité qu'on fasse une mission d'information en fait sur l'avenir de la filière acier, c'est-à-dire d'où on vient, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années, quel est l'état de l'art et quelles sont les ambitions et les perspectives justement de l'État, du gouvernement par rapport justement à ce qu'il faut faire. Et en tout cas, peut-être de lui apporter un éclairage terrain, puisque ce qu'on compte faire, c'est justement regarder un petit peu où on en est, chacun dans sa réalité. Ce qui se passe au niveau des contrats de filière, vous savez qu'aujourd'hui, on a 18 contrats de filière qui sont organisés. Il y a des comités nationaux de filière qui sont en fait organisés par les acteurs de l'industrie et qui doivent normalement apporter une vision stratégique pour chacune. Et il y en a une sur la filière sidérurgique élargie qui devrait normalement être en interaction avec le ministère sur ces questions. Il y a une première question qui peut se poser, c'est de quels moyens dispose par exemple la direction générale de l'entreprise et le ministère de son côté, dans son administration centrale, pour avoir l'intelligence et jouer son rôle d'État stratège avec les vrais moyens humains qui correspondent. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Et puis en même temps, d'aller voir exactement ce qui s'est passé, par exemple, dans des... Comment aujourd'hui on accompagne la restructuration d'entreprises qui sont peut-être pas mortes. À Scoval, il y a un an, on disait elle est morte, c'est fini, c'est le passé. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est faux. C'est pas vrai, il y a tout pour réussir. Mais comment aujourd'hui on peut essayer de travailler tous ensemble, État, acteurs des collectivités, Xavier Bertrand avec la région, avec l'agglo, ils mettent autant de moyens publics pour essayer de reprendre ces entreprises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comment on peut imaginer demain aussi bien d'accompagner le maintien de la production, transformer notre filière acier pour la rendre compatible avec les enjeux du XXIe siècle et accompagner la restructuration. On est dans l'urgence, on court derrière les situations catastrophiques au lieu de les anticiper. Et ce qu'il faut, c'est que cette mission, elle permette de comprendre, de mesurer la situation et d'essayer d'anticiper un certain nombre de choses et de recommander peut-être au gouvernement quelques petits points. Mais les moyens humains, l'État stratège, c'est absolument essentiel. Dans le documentaire, le directeur de l'usine, Erwan Tison, pose une question assez intéressante. Il nous dit en gros, à quoi ça sert que l'État ait des parts dans une entreprise si au final, elle fait ce qu'elle veut, cette entreprise? C'est l'argent du contribuable, nous dit-il. Alors autant ne pas avoir d'argent du tout, autant ne pas mettre de part du tout dans ces entreprises. Qu'est-ce que vous en pensez? On revient sur le côté, sur la duplicité. D'un côté, on a l'État dans sa globalité, collectivité locale et administration centrale va effectivement arroser d'argent public pour que ce soit des baisses de charges, un peu de CICE, des aides à l'installation, etc. Et d'un autre côté, justement, il demande soit d'avoir un droit de regard sur ces entreprises-là qui soit
surévalué par rapport à son apport, soit il va être donc total laisser-faire. Il faudrait au final qu'on choisisse vraiment, on parle d'état stratège, mais il faudrait définir ce qu'est un état stratège aujourd'hui. Mais choisir entre quoi? Entre 100% départ ou rien du tout? Exactement, il faudrait dire soit on fait 100% confiance aux corps sociaux, aux entreprises, aux syndicats, aux salariés, et en disant ils sont mieux à même de pouvoir justement gérer une entreprise que nous dans notre cabinet à Bercy, ou alors on décide d'avoir une économie 100% centralisée et planifiée où tout se décide dans quelques bureaux sur les rives de Seine. Mais est-ce qu'il y a une forme d'angélisme, alors de naïveté de la part de l'État? Il y a un problème stratégique, Éric Guéret, il faudrait à la limite qu'il ne prenne plus du tout de part dans ces entreprises? Le vrai problème, c'est qu'en fait, on parle quand même de 500 millions d'euros. C'est-à-dire que c'est quand Emmanuel Macron était ministre de l'économie, ils ont recapitalisé 500 millions d'euros Vallourec, qui était en grande difficulté financière. 5 ans plus tard, Emmanuel Macron président, on demande 30 millions d'euros de soutien à Vallourec pour essayer de sauver cette entreprise, et ils répondent même pas. C'est pas possible. Ils font un conseil d'administration le dimanche pour décider de refuser le projet, le soutien à Ascoval. Ils le font un dimanche sans prévenir le ministre de l'économie et des finances, sans prévenir personne. Donc si vous voulez, la question elle est juste là. Si on met 500 millions d'argent public dans une entreprise, on ne dit pas qu'on veut la gérer à sa place, mais au moins être informé de ses stratégies, juste de comprendre sa stratégie. Si la stratégie de Vallourec, c'est de tout délocaliser dans les 5 ans, ça veut dire que tous ces sites vont tomber en France dans les 5 ans, qu'on le sache, qu'on l'anticipe. À quoi ça sert de mettre de l'argent public dans une entreprise si même la stratégie de l'entreprise est secrète à tel point que l'État n'en est même pas informé, que ses actionnaires n'en sont même pas informés? Valérie Létard. Peut-être en complément, lorsque l'État a fait le choix d'accompagner à hauteur de 500 millions de la BPI pour sauver le fleuron national Vallourec. Dans le même temps, on supprime 900 emplois en France, pas dans les autres pays, et c'est de l'argent, c'est pas la BEI. La Banque européenne, c'est la Banque publique d'investissement française. Et on supprime 900 emplois en France et on distribue des dividendes. C'est quand même un pardon. Et ce que je voulais dire, et pour compléter et aller dans le sens d'Éric Guéret, c'est vrai, quelquefois on ne comprend pas bien effectivement quels sont les ressorts. Et après, il y a un autre point qui sera aussi important à regarder, c'est quels sont les outils dont dispose l'État, non pas pour être interventionniste à l'excès, mais parce qu'on sait que la vie industrielle n'est pas un long fleuve tranquille et que quelquefois, peut-être justement, un ensemble d'acteurs, les industriels tout seuls, ça ne va pas, l'État tout seul, il ne peut pas, les collectivités ont le rôle à jouer parce que dans le territoire, l'aménagement économique du territoire, il se fait dans le terrain. Mais comment on essaye de faire en sorte d'avoir les bons outils? Si l'État n'a plus les moyens d'accompagner des périodes de fragilité, il ne faut pas être ultra interventionniste, mais il faut bien regarder justement tous, ensemble, tous les acteurs, quelles sont les perspectives d'avenir et les chances de pouvoir prospérer d'une entreprise. Et quand il y a une chance, c'est tous ensemble, mais avec une vision stratégique que seul l'État peut porter avec les acteurs de la filière. Alors, le cas de l'aciérie de Saint-Saulve est aussi la suite, et vous l'avez déjà un peu dit, d'une longue crise de la sidérurgie française qui a commencé il y a plusieurs décennies. Souvenez-vous, dans les années 60-70, la crise dans le bassin lorrain, fermeture en série d'usines sidérurgiques dans la région, des conséquences sociales majeures et la mobilisation de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Nouvelle fermeture et nouvelle crise dans les années 2000. On se souvient du site ArcelorMittal de Gandrange sous le mandat Sarkozy, du site de Florange sous le mandat Hollande. Les deux présidents avaient pourtant fait des promesses, souvenez-vous. L'État préfère investir pour moderniser le site plutôt que de payer de l'argent pour accompagner des gens soit en pré-retraite, soit au chômage. Ce que je dis avec Xavier Bertrand, ça vaut pour M. Mittal propriétaire ou pour quelques propriétaires alternatifs que cela soit, que nous sommes prêts à mettre de l'argent pour faire les investissements qui auraient dû être faits depuis longtemps sur le site et qui n'ont pas été faits. Je sais ce que vous espérez, c'est-à-dire que les hauts fourneaux puissent rouvrir et que vous fassiez en sorte d'avoir une industrie sidérurgique moderne et d'avenir. Le premier engagement, c'est de faire en sorte que nous défendions notre filière d'excellence, la filière sidérurgique, d'où l'enjeu de la réouverture.
L'histoire se répète et le scénario est quasiment le même à chaque fois. Des promesses politiques et une fermeture au bout du compte. Erwan Tison, est-ce qu'au fond, on peut se demander si nos responsables politiques ont abandonné nos usines? C'est pas qu'ils l'ont abandonné. Déjà, il y a un temps politique qui est différent du temps économique. Là, on voit, c'est des déclarations pré-campagne, effectivement. Tout de suite, que fait le politique qui annonce ça? Il s'empresse de commander un sondage d'opinion pour voir si ça a marché. Il s'empresse pas d'aller voir si des potentiels repreneurs ont été intéressés par son discours ou qu'est-ce qu'on pense les salariés. Donc déjà, il y a ce problème-là. L'autre problème, c'est qu'il y a une énorme méconnaissance de nos politiques, de manière générale, de l'industrie. Quand vous discutez avec certaines personnes qui ont eu des mandats électifs, ils ont encore l'impression qu'en fait, on a des usines qui sont encore au temps de Chaplin, vous voyez. On est en une application parfaite du Fordisme, mais voilà. Oui, donc l'incompétence. Il y a on va dire une méconnaissance. Le problème, c'est que effectivement, ces usines-là, elles ont fermé juste après des promesses. La crise de l'industrie française, il n'y a eu aucun discours de vérité dans ces 10 dernières années, si ce n'est un, c'était la veille du second tour de l'élection présidentielle, où on a eu Emmanuel Macron qui a pour la première fois sur le parking, c'est de Goodyear, je crois, qui a parlé de destruction créatrice et qui a dit effectivement l'État, c'est pas pour le défendre, mais l'État n'est pas là justement pour sauver cette entreprise-là, mais l'État est là pour accompagner les salariés. Et c'était la première fois qu'on a eu un petit peu, nous les économistes, cette petite bulle d'air de vérité par rapport justement à la politique industrielle française, qui de dire effectivement c'est la vie des entreprises de mourir, de fermer. C'est très cruel, c'est très froid de dire ça comme ça, mais l'économie française détruit 10 000 emplois par jour. L'année dernière, il y a eu 53 000 emplois qui ont disparu. 53 000 par entreprise. Il y a effectivement des entreprises qui sont à sauvegarder parce qu'elles ont une compétence, parce qu'elles ont une côté de souveraineté. C'est peut-être toute la différence. Là-dessus, on est d'accord. C'est pas parce qu'une entreprise doit quitter un ensemble parce qu'elle est plus rentable pour cet ensemble qu'elle n'a pas un avenir. Bien sûr, mais c'est pour ça qu'il faut décorréler les deux. Et le fait d'avoir dit effectivement qu'un homme politique ne va pas se battre corps et âme, comme il l'avait dit Emmanuel Macron, je ne me battrai pas corps et âme pour sauver cette entreprise-là, parce que si son destin est de mourir, il faut qu'elle meure. Mais par contre, ma mission en tant qu'homme politique, c'est de faire en sorte que les personnes qui sont justement dont l'emploi est en voie de disparition, de faire en sorte qu'ils retrouvent très rapidement un emploi, par la formation professionnelle et par la requalification. Et ça, c'était un discours qu'enfin on avait commencé à voir. Et le fait de voir que ce gouvernement, après, retombe dans les mêmes travers de M. Hollande et de M. Sarkozy, quelque part, c'est une grande déception parce qu'on a perdu ce discours de vérité. Et le problème, c'est qu'en annonçant justement des choses qu'on est incapable de tenir, en faisant des promesses qu'on n'est pas capable d'honorer, on crée un espoir qu'après, il va être la déception est à la hauteur justement de cet espoir-là. Et c'est là où après on a des contestations sociales type Gilets jaunes ou un vote justement vers les extrêmes qui est extrêmement fort. Éric Guéret, est-ce que tout cela relève finalement de choix politiques et de choix économiques, de privilégier d'autres secteurs plutôt que celui de l'acier qui peut-être est en voie de disparition pour ce qui est de la France? Il y a eu un choix déjà de ne pas soutenir l'industrie française, l'industrie lourde depuis très longtemps. Après, ce qui est quand même étonnant quand on compare la France et l'Allemagne, c'est ce qu'on fait dans le film, c'est qu'on se rend compte qu'on n'a aucun problème structurel en France et qu'on pourrait être une des premières nations industrielles du monde. On nous fait toujours croire qu'à France, le coût du travail, plein de choses, nous, l'industrie c'est fini. Il faut faire des plateformes Amazon, on va faire de la très haute technologie de la recherche et de la manutention. C'est faux. On a de quoi être une des premières nations industrielles du monde, parce qu'on n'a pas de problème structurel, on a un coût du travail qui n'est pas plus élevé qu'en Allemagne, on n'a pas de problème de matériaux, enfin, on a tout ce qu'il faut pour... Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas, je ne sais pas. Il y a quand même... D'où ma question sur la volonté politique. On nous raconte depuis très longtemps qu'il faut délocaliser parce que les sites ne sont pas viables. Ce qu'on comprend avec... Et pas compétitifs, voilà ce qu'on entend. Ce qu'on comprend avec Ascoval, c'est qu'effectivement, il y a plus de bénéfices à se faire pour les groupes financiers, pour les dividendes, en délocalisant, mais ça ne veut pas dire que les groupes ne sont pas viables et qu'ils ne puissent pas être compétitifs. Ascoval est une usine qui peut l'être, et qui l'est, qui le prouve. Depuis qu'Altifort a fait défaut, ils remplissent leur carnet de commandes, ils sont soutenus par leurs clients, les gens viennent leur faire des commandes. Ils ont plusieurs repreneurs qui, de nouveau, sont sur les rangs. Moi, je pense qu'ils vont s'en sortir, d'ailleurs, parce que ce serait d'ailleurs incompréhensible qu'ils ne s'en sortent pas. Donc c'est une usine qui a tout pour. Voilà, après... D'où ma question sur cette idée possible d'une volonté, Valérie Létard, d'une volonté politique d'abandonner un secteur en se tournant plutôt vers des secteurs dits d'avenir, l'innovation, les multimédias. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il n'y a pas au fond de tout cela de dire l'acier c'est fini? Si l'industrie n'est pas finie, l'acier c'est fini. En tout cas, le gouvernement a conforté 18 contrats de filière. On peut espérer, parmi ces contrats de filière, il y a un contrat de filière pour la sidérurgie et les mines, la métallurgie et les mines. On peut espérer quand même que ça veut dire que le gouvernement a bien l'intention quand même de faire quelque chose. En tout cas, il faut l'espérer. Après, quels moyens au sein même des directions du ministère pour accompagner ces enjeux, ces ambitions, d'une part, et d'autre part, effectivement, comme vient de le dire Éric Guéret, moi je suis aussi convaincue
et il y a plein d'autres exemples dans le territoire d'où je viens, dans le Nord, et un de ceux qui a été un symbole d'ailleurs de la renaissance industrielle d'un territoire qui avait connu la fermeture d'usines Nord et des mines, c'est Toyota. Toyota ne cesse de développer son activité et de se moderniser. Il est complètement compétitif et une de ses plus grandes unités se trouve à Valenciennes. Et aujourd'hui, ils sont en train de développer une nouvelle ligne de production, faire des gros investissements. Il y a un problème de ressources humaines, il y a un problème de rentabilité, d'efficacité, de compétitivité, je ne le vois pas. Cével Nord, qui est un site de Peugeot, de PSA, Citroën, dans le Valenciennois toujours, au moment où Aulnay a fermé, a été menacé. Il y a eu justement un énorme travail de mobilisation générale, y compris avec les partenaires sociaux. Qu'est-ce qu'il a fallu ? Redonner de la compétitivité. Ça a été les premiers accords de compétitivité qui ont été validés par les syndicats dans cette usine. Résultat des courses, aujourd'hui, on a recréé une unité de production supplémentaire. Elle tourne, elle fonctionne. Il a fallu faire des efforts. Les salariés ont joué le jeu, ils ont été formidables. Résultat, aujourd'hui, les conditions ont été réunies pour que ces unités fonctionnent. C'est la même chose pour l'acier. Et on a besoin d'une production d'acier à proximité. Simplement, il faut construire la filière. Quel aval, quel client, quel sous-traitant. Il faut savoir que quand on supprime une aciérie, on met en difficulté tous les clients qui ont besoin d'un approvisionnement à proximité. Et quand on ferme une usine, c'est des milliers d'emplois. Mais elle n'est pas détruite depuis les années 60-70, cette filière ? Mais justement, il faut demain que ça continue et il faut que le ministère soit plus que jamais, le gouvernement, que la filière acier, elle est complémentaire des services et qu'elle a toute sa raison d'être pour des raisons stratégiques. Elle a un avenir et d'avenir. Alors la filière d'acier, oui, elle a un avenir. Est-ce que c'est en France ? Est-ce que c'est plutôt au niveau européen d'avoir ? C'est une question. Mais pourquoi pas en France ? Le côté industriel, je mettrais juste un petit bémol ce que vous avez dit. Alors le coût du travail est un peu plus élevé dans l'industrie en France que sur ses voisins. Par contre, un emploi industriel, il produit environ 98 000 euros d'apport au PIB annuel. Un emploi de service, c'est aux alentours de 75 000 euros. Donc plus on aura d'emplois industriels, plus on retrouvera le chemin de la croissance. C'est pour ça aussi qu'on a une croissance plutôt atone ces dernières années. Mais le gros problème qu'on a, c'est les taxes à la production. Enfin, je le redis, c'est les taxes à la production. C'est un des grands chevals de bataille du secteur industriel depuis le début parce que vous avez des taxes, en fait, c'est la première ligne de votre bilan. Donc, effectivement, un investisseur froid et avec un regard très haut enfin, là-dessus, il va regarder en fait dans une économie mondialisée, il va dire effectivement, je vais être pragmatique et j'ai aussi d'autres filières à sauver. Je mettrai un dernier bémol sur le côté des industrialisations. On observe depuis 2-3 ans un phénomène que j'espère va être structurel en France, qui est celui de la relocalisation, grâce notamment à la robotique. Il y a une célèbre marque de thé. C'est un vrai phénomène. C'est un vrai phénomène. Il y a une célèbre marque de thé française, je ne sais pas si on peut la citer, qui est présidée par Sylvain Aurébi, qui en fait a relocalisé toute sa production de Chine vers la France et en plus a pu non seulement recréer de l'emploi, mais diminuer ses prix à la vente de 15% en faisant des économies sur les transports, etc. grâce à la robotique. Donc là, pour le coup, l'état stratège qu'il pourrait faire, c'est plutôt d'essayer de se mêler de quelques cas médiatiques pour la gloire, on va dire, la popularité d'un homme politique, d'essayer d'avoir, via pourquoi pas la BPI, d'avoir des investissements qui, pour le coup, soient très importants dans la recherche fondamentale en robotique et la recherche appliquée, pour qu'on ait sur notre territoire pas des grosses entreprises, des grosses usines qu'on avait avant, mais des petites micro-entreprises, des micro-usines qui permettent d'avoir une production, quel que soit le bien, mais qui soit presque à la demande et qui soit de pointe et génératrice de forte valeur ajoutée. Ce qui nous amène à la question posée dans le documentaire par vous, Éric Guéret. Face à la mondialisation, est-il possible de sauver l'industrie française ? Est-ce que oui ou non ? Oui, si on fait les choix, si on fait les choix qui s'opèrent. Le problème, c'est que la ligne de crête qu'on a aujourd'hui, qui est la version officielle, c'est on n'intervient pas dans l'économie, sauf si jamais le cas est médiatisé ou justement j'ai un intérêt électoraliste. Dans l'urgence. Mais d'un autre côté, j'arrose de subventions et j'alourdis de taxes. Ayons une vraie politique qui soit justement de dire quel est le vrai degré d'intervention de l'État, qui soit fiscal et normatif. Comme ça, je fixe un cap sur le long terme auquel les entreprises pourront se référer et joueront avec cette contrainte-là. Laissons faire les entrepreneurs, les ouvriers, les salariés, les employés et les corps sociaux qui savent beaucoup mieux que l'État comment gérer une entreprise. Éric Guéret. Moi, je pense que l'État, il a un rôle, c'est de faire de la stratégie à long terme. C'est ça. C'est ça son rôle. Et la stratégie à long terme, c'est déjà de comprendre que le monde d'aujourd'hui va changer à vitesse grand V. On ne sera plus du tout demain dans le même monde. Le monde où on produit de l'acier en Chine, et puis on l'amène là, et puis on va produire du soja en Amérique du Sud, et qu'on transporte tout dans tous les sens, ça va être fini très vite. Parce qu'on a quand même une urgence environnementale et climatique qui va remettre les compteurs à zéro de tout le monde. Donc, laisser mourir des filières comme ça, laisser fermer Ascoval, ça veut dire que le savoir-faire d'Ascoval, il ne reviendra plus. On ne l'aura plus. Il faut les maintenir. La stratégie, c'est de garder nos savoir-faire parce qu'un jour, et certainement très vite, on en aura besoin. Ici, maintenant,
qu'on va devoir relocaliser, produire local, consommer local. C'est vrai de l'agriculture, mais c'est aussi vrai de l'industrie. Et voilà, je pense que le rôle de l'État, pour moi, c'est de comprendre, au nom de cet avenir qui va changer, d'avoir une vision un peu prospective, de le comprendre et de sauver ces savoir-faire. Valérie Létard, vous avez le sentiment qu'on peut y arriver, qu'on peut se battre, que face à la mondialisation, il est possible de sauver l'industrie française? Complètement. Je pense qu'on peut et on doit se battre et on doit préserver l'industrie. D'abord, comme vous l'avez dit, monsieur, et je partage votre avis, une industrie qui s'est adaptée aux enjeux du 21e siècle. Donc c'est la robotisation, c'est des modernisations, même sur des filières qui apparaissent comme anciennes, elles peuvent être modernes, elles peuvent s'être adaptées. Et puis la robotisation, effectivement. Puis il y a un dernier point sur la nécessité de préserver notre industrie, de l'acier, mais toute notre industrie, c'est que, comme vous l'avez dit, l'emploi industriel, il apporte une valeur ajoutée considérable par rapport à l'emploi de service qu'il nous faut. Mais ça veut dire quoi aussi? C'est qu'un emploi industriel amène des emplois de service. Moi, je viens, encore une fois, du Nord. Dans le Nord, il y a énormément de gens qui ont des niveaux de qualification qui sont assez faibles et qui ne pourront jamais travailler dans un emploi industriel qui est souvent fortement qualifié. Mais l'emploi industriel fortement qualifié, il permet des emplois de service dans la maintenance, dans la manutention, dans un certain nombre d'activités qui sont permises parce qu'on a créé de la richesse industrielle. Ces emplois, ils sont accessibles à des gens qui, avec une formation qui n'est pas forcément élevée, leur permettra un avenir économique. Qu'est-ce qu'on va trouver comme emploi de service à des gens qui sont très nombreux, peu qualifiés, si on n'a pas généré cette richesse industrielle qui permettra le service? On ne va pas mettre tout le monde derrière un emploi numérique. À Supinfocom, à Supinfogame, dans le design industriel, il en faut. Mais ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga, il faut des emplois pour tous. L'industrie permet ça. Erwan Tison, quelques secondes. Sur le côté État stratège, il y a aussi quelque chose que l'État doit prendre en compte, c'est l'importance du volet législatif. Une révolution qui est à venir et qu'on n'est pas du tout en train d'anticiper en France, celle de la voiture autonome, la voiture qui se conduit toute seule. On a pourtant des entreprises, des start-up, une à Lyon, une à Toulouse, Navia et Zimal, qui sont en pointe en termes de dépôt de brevets et en termes d'innovation sur ce sujet-là. Et la France n'a rien trouvé mieux à faire, notamment dans la loi Pacte, on en parle avant, dans son article 43, de prévoir un petit article qui en fait empêche ces véhicules-là de circuler avant 2023. Il faut savoir qu'en Chine, la Chine a autorisé plus de 10 millions de kilomètres de tests. Donc, et tous les experts vous disent que celui qui aura le plus de tests justement sur ces véhicules-là sera celui qui arrivera à faire en sorte de pouvoir développer cette technologie-là. Nous, en France, on s'interdit cette technologie-là parce qu'on a peur. Donc, il y a le nom de principe de précaution, etc. Mais ça, c'est un autre débat. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'interdit de développer cette technologie-là. Et donc, au lieu de rouler en Renault, en Peugeot, en Citroën ou en EasyMile ou en Navia française dans les années qui viennent, donc du coup, de créer beaucoup d'emplois, on va rouler en Google Car ou en Baidu Car. Et là, pour le coup, le côté État stratège, c'est un État qui justement cherche à plonger nos entreprises plutôt qu'à leur tracer un sillon. Le rôle de l'État dans l'industrie française. Merci infiniment à tous les trois d'avoir participé à ce débat. C'est la fin de ce numéro d'Un Monde en Doc. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, un autre documentaire sur Public Sénat. Daniel Mitterrand, une certaine idée de la France. Il est signé Laurence Thiriat. Je vous retrouve très bientôt sur Public Sénat. Public Sénat, avec le soutien de l'Institut national de l'audiovisuel, vous a présenté Un Monde en Doc.